David Kanza a 27 ans. Noir de peau, au teint foncé, il vit dans l'un des quartiers les plus délaissés de Kinshasa. Sa chambre tient à peine dans 6 mètres carrés, murs fissurés, moisissures par endroits, sol en ciment nu. Pas de ventilateur, pas de matelas digne de ce nom, seulement un vieux matelas déchiré posé à même le sol, qui sent l'humidité et le désespoir. Une petite bougie posée sur un bidon éclaire faiblement la pièce. Assis torse nu, le regard fixé au plafond comme à la recherche d'une réponse, David a le ventre qui gronde. Cela fait 2 jours qu'il n'a rien mangé. Son téléphone est éteint depuis 3 jours. Plus de crédit, plus de batterie, et de toute façon personne n'appelle. Hier, Mélissa, sa compagne depuis 3 ans, l'a quitté d'un ton glacial. Je ne peux pas continuer avec quelqu'un qui n'a aucun avenir. Je veux avancer. Elle est partie sans se retourner. Ses soi-disant amis se sont montrés cruels. Moqueries, détournements de regard, promesses faciles. Appelle-moi demain. Puis plus rien. Il a tenté de demander un billet de 2000 francs, un petit job, n'importe quoi, et s'est entendu répondre des excuses ou être laissé en vue. Ce soir-là, plus seul que jamais, il se couche enveloppé d'un pagne troué et murmure à la nuit. Dieu, les esprits, n'importe qui. Si quelqu'un m'entend, sortez-moi de cette vie. Je suis prêt à tout, même à faire un pacte. Il ferme les yeux sans savoir que sa vie est sur le point de basculer. Le lendemain, il sursaute, il n'est plus dans sa chambre misérable. Il est allongé dans un lit immense, drap en soie, dans une suite luxueuse à Dubaï. Colonne dorée, miroir mural, parfum discret. Par la baie vitrée, des gratte-ciels brillent au soleil. Il porte un costume de créateur, une montre qui scintille, des chaussures en cuir verni. Un téléphone dernier cri s'allume sur la table. Un message affiche « Bienvenue David. Tu es désormais bénéficiaire du pacte. Tu dois dépenser 20 millions de francs CFA par jour. Sinon, tu meurs à minuit. » David recule, incrédule. Ce qui venait de se produire ne ressemble pas à un rêve. Et pourtant, la règle est là, implacable, 20 millions à dépenser avant minuit, ou la mort. Il hésite, puis bascule dans l'action. Hall de l'hôtel, sourire de la sécurité, limousine noire. Il achète une montre à 50 000 €, donne des pourboires extravagants, commande du champagne, réserve une villa avec piscine, embauche un vidéaste et filme sa vie flamboyante. Sur Instagram, la folie commence. Commentaires, incrédulité, anciens amis qui refont surface, messages de ceux qui jadis l'ignoraient. Mélissa l'appelle, tremblante, « C'est bien toi. » David l'écoute, garde le silence, puis dit, froid, « Je voulais voir qui m'aimait vraiment quand j'étais sans rien. » Elle implore, se confond en regret, il raccroche et la bloque. Chaque jour, le même avertissement, 20 millions avant minuit. Il dépense sans compter montres, bijoux, voitures, dîner à 3 000 €. Mais à minuit pile tout disparaît. Les achats, les vêtements, les photos s'effacent comme si rien n'avait existé. Il ne peut ni épargner, ni investir, ni donner de façon stable. La richesse lui est imposée pour être consumée et effacée. L'euphorie initiale laisse place au vertige. En fouillant sur le dark web et en traînant dans des soirées fermées, il entend des témoignages, d'autres hommes, d'autres pays, qui ont signé le même pacte et qui sont morts avant le 91 jours, disparition sans corps, sans funérailles. Le compte à rebours devient réel. Un jour, la ville change, boutique fermée, services inaccessibles, Dubaï muette. Il a encore l'argent, mais ne peut rien acheter. À mesure que minuit approche, la panique le saisit. Il compte les heures, les minutes. 23h15, 23h30, alors, dans une fulgurance, il renverse le script. Il commence à transférer l'argent vers des proches parents, tantes, cousins, des amis modestes. Et vers des causes qui en ont besoin. Il envoie des millions ici et là. Hôpitaux, tantes malades, familles pauvres. 23h57, les 20 millions ont été dépensés non pour le luxe futile, mais pour donner du sens. Il se couche épuisé, mais pour la première fois depuis qu'il est riche, il dort sans peur. Au réveil, le soleil perce une vitre sale. Il ouvre les yeux, il est de nouveau dans sa chambre de Kinshasa. Les murs fissurés, le bidon, la bougie presque consumée, tout est revenu. Il titube dehors, rencontre des amis qui rient. Toi, riche, tu as rêvé trop fort. Il comprend. Ce n'était apparemment qu'un songe. Il tente de le refaire, répète les mêmes prières, réclame à la nuit le même pacte, en vain. Après des jours de rêves avortés et de tentatives infructueuses, David change d'attitude. Il cesse de supplier.
Il observe ses mains abîmées, la chambre pauvre, et quelque chose se transforme en lui. Son regard se durcit, sa posture se relève. Il décide que ce rêve n'a pas été donné pour le torturer, mais pour lui montrer une possibilité, non pas un raccourci, mais un cap à viser avec foi, force et persévérance. Je vais me battre, se dit-il. Je peux le devenir. Pas demain, mais un jour. En quête de sens, il se rend dans une grande église moderne. Après avoir raconté toute son histoire au pasteur, la richesse, le pacte, la panique, la boucle infernale, le vieil homme l'écoute, puis lui livre la leçon. Il y a deux routes. Travailler dur, humblement et longuement, accepter les doutes et les chutes, construire quelque chose de vrai même si cela prend des décennies. Ou chercher le raccourci chez un marabout, signer un pacte vrai, obtenir l'argent rapidement mais payer un prix que l'on ne contrôle pas, au risque d'une destruction inévitable. David reste figé, le rêve lui avait donné l'avertissement. Il sait désormais que l'on ne peut tout avoir sans conséquence. Il sort seul de l'église. Le soleil frappait l'habitant. Il lève les yeux au ciel, ferme les paupières, et la question finale, lourde et simple, nous est laissée. Si tu étais à la place de David, que ferais-tu? Travailler dur, attendre et espérer, ou signer pour tout avoir tout de suite, au risque de perdre une part de ton âme?